Hello, on se retrouve aujourd'hui avec Lucille pour parler de stratégie business. Mais pour pas traîner, on va tout de suite commencer par rencontrer Lucille et je te laisse te présenter, nous raconter un peu qui tu es, ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas. Hello Armel, hello tout le monde, à ceux qui nous écouteront. Je vais essayer de me présenter simplement, c'est pas toujours facile. Du coup, moi, je suis Lucille. Ça fait 6 ans que je suis indé. Ça fait 4 ans que je suis en full indé. Avant, j'étais en société associée avec quelqu'un d'autre. Et mon métier, du coup, c'est de faire de l'accompagnement d'entreprise. Donc, moi, je me dis copilote business, mais le but, c'est du coup d'aider les indépendants qui sont soit en lancement, soit déjà bien lancés avec plusieurs années d'activité, à créer ou redéfinir leur activité pour avoir une boîte viable et rentable. Et puis pour ceux qui te connaissent peut-être sur les réseaux, tu es connu sous le nom de Mood Entrepreneur, qui parlera peut-être beaucoup plus parce que c'est vrai que tu es quand même très présente. Oui, c'est vrai. Très, très présente sur Insta et depuis presque un an, sur LinkedIn aussi, j'essaie de pas mal développer ce réseau. C'est hyper intéressant de voir toute l'évolution et tout le contenu que tu partages, et notamment autour de tout ce qui est stratégie business. En faisant plus de la stratégie marketing, en fait, la frontière est très fine. Du coup, je t'invite aujourd'hui à ce qu'on parle un petit peu en fait de toute cette stratégie en amont, parce qu'en fait, quand on se lance, c'est hyper compliqué de savoir où on va, ce qu'on veut faire, un petit peu définir sa cible, son marché, et en fait, que ce soit en business ou en marketing, dans les deux cas, on va le faire, mais avec des compétences un petit peu différentes et assez complémentaires. Ouais, carrément. En fait, je dirais même que enfin, je vais peut-être aller même à l'encontre totalement de ce qui se dit, mais quand je dirais qu'il y a 2 grandes étapes. Moi, je pense que les 2 3 premières années, ce qui est bien, c'est d'être vachement dans l'action, en gros, d'être, dans une attitude, beaucoup tester des choses, itérer, réfléchir, retester des choses, éliminer des espèces d'hypothèses. Parce que en fait, les premières années, on apprend tellement de choses que c'est trop cool d'avoir une cible, c'est trop cool d'avoir, de connaître son marché et cetera. Mais c'est d'autant plus important par contre, de savoir qu'il va évoluer et de rester, dans l'adaptabilité et de rester en veille, en fait. Parce que c'est une certitude que les 3 premières années, ça va bouger dans tous les sens. Donc ouais, alors en stratégie d'entreprise, du coup, si je devais faire une définition un peu globale, je dirais qu'en fait, c'est, comprendre concrètement, à qui on parle, ce qu'on propose et comment on va le proposer. Voilà, si je devais le définir et donc ça passe par plusieurs aspects. Comme tu disais, on va définir, au départ un marché. Même en amont, en réalité, on travaille sur l'humain, mais ça, c'est plus, le métier des coachs. Donc on va leur laisser, cette partie-là et après, ouais, du coup, c'est définition de marché, évidemment de cible aussi, du coup, définition des offres et toute la stratégie donc derrière, de rentabilité, de modèle éco, heu et de prospection. Ça, c'est hyper intéressant de voir les grandes phases. Et c'est vrai qu'en marketing, on est très centré sur tout ce qui est études de marché, cibles, etc. Forcément, on va analyser quand même en partie la rentabilité parce que c'est le nerf de la guerre dans le business. Mais c'est vrai qu'on va pas aller aussi loin que ça niveau finance. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et en fait, la stratégie, ce que je trouve aussi à rappeler, c'est que quand on se lance, notre stratégie au départ, elle va être globalement pourrie. Et elle va s'améliorer au fil du temps. Et c'est ça, quand tu parlais d'itérer, en fait, c'est que, bah, en fait, on va faire, même si on connaît bien notre marché et notre cible, au départ, il y a plein de nuances qu'on va pas comprendre parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et du coup, de pouvoir aller creuser, et je trouve ça hyper intéressant d'être dans ce test, en fait. Parce que, bah, en fait, quand on se lance, on a tendance à proposer aussi un petit peu des offres bateau, un petit peu le côté classique. Et le but à terme, c'est de proposer une solution et pas juste une offre, en fait. Et pour construire cette solution-là, bah, en fait, il n'y a pas de miracle, il va falloir la tester et la retester pour l'affiner au fil du temps. Et en fait, ce que je vois souvent, c'est que les gens restent bloqués à une étape ou en fait, ils vont vouloir faire parfait, parfait, parfait. Et quand ils vont passer à l'action, bah en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas et c'est normal. Et du coup, ça peut être aussi une perte de temps de rester à trop travailler de son côté. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant que tu montres en fait que c'est en mouvement et que c'est normal. Ouais, complètement et même au-delà de parce que du coup, c'est intéressant vu que toi, tu as vraiment une vision, communication marketing. Moi, je dirais que, il faut trouver une solution au-delà d'une, proposition de service quoi, je suis complètement d'accord. Mais par contre, du coup, ce que moi j'aime bien rappeler, c'est que parfois, il faut pas faire des trucs, hyper inédits, hyper innovants. Des fois, le simple et efficace, fonctionne très bien
Ça dépend vraiment de sa cible, et cetera. Mais du coup, effectivement, je pense que ce sur quoi il faut toujours se focus, mais ça, du coup, c'est une règle d'or, globale, quand on a une entreprise, c'est toujours se focus sur le besoin client. Pas faire les choses parce que ça nous fait plaisir ou parce qu'on a la compétence, mais faire les choses parce que les gens en ont besoin. Ça, c'est hyper, hyper important quand tu construis tes offres et toutes tes offres d'ailleurs. En plus, on remarque souvent qu'il y a un écart en fait entre le besoin que nous, on pense pour nos clients et en fait leurs besoins réels. Il y a toujours une vraie marge entre les deux. Et des fois, ça va être d'aider justement le client à comprendre que son besoin initial, en fait, faut aller plus loin pour pouvoir le résoudre. Mais des fois, il faut vraiment adapter en fait la solution qu'on propose parce que si on répond pas à un vrai besoin, en fait, bah, ce qu'on propose, ça va servir à rien. Et pour vendre après, derrière, ça va être une galère parce que bah la personne, elle va se dire, OK, mais ça me sert pas. Ou alors, parfois, c'est aussi, une offre, c'est pas que, nous, on aborde la partie technique. Donc une offre, c'est une expertise derrière avec des compétences qui sont mis, du coup, à profit pour le client. Mais, du coup, il y a une autre chose qui est hyper, hyper importante pour moi, c'est, la partie format. En fait, je prends un exemple d'une prestation de service, puisqu'on est toutes les 2 prestataires de services. Tu as, plusieurs formats pour délivrer ta compétence. Tu vois, tu as les gens qui tu as des parties délégation, tu as des parties accompagnement, tu as des parties formation en ligne, et cetera. Et la manière de déléguer, elle va être aussi importante que la compétence enfin, la manière d'apprendre, elle va être aussi importante que la compétence pure. Parce qu'en fait, on est dans le marché, il y a plein de besoins différents et il y a bien plein de fonctionnements différents. Donc, du coup, ton client, il va te choisir et pour ta compétence et pour la manière dont tu le délivres et pour qui tu es aussi et pour la manière surtout dont tu le délivres. Donc, au-delà de construire une offre où la compétence, elle est hyper quali, il faut aussi, quand tu construis ton offre, réfléchir à tout ce que moi j'appelle format et relation client. Donc, comment tu vas la délivrer et comment tu vas prendre soin de tes clients pour que tout se passe bien. Mais c'est tellement, tellement ça parce que je le vois en fait, globalement, j'ai une seule offre et au final, j'ai deux formats différents avec du one-to-one et le membership, mais en fait, c'est la même chose et c'est hyper intéressant de voir ça parce que justement, les personnes vont avoir un besoin de fonds similaires, mais il va y avoir plein de besoins qui gravitent autour qui vont pas être les mêmes et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir nourrir ce système-là. Un truc aussi, quand on construit ses offres, à penser, c'est tout ce qui est organisation, en fait, parce que suivant nos rythmes, suivant nos disponibilités, ça, je l'ai vu souvent, en fait, d'avoir des gens qui se lancent dans des choses qui sont énormes, et j'en ai fait les frais aussi quand je me suis lancée, de me dire vouloir fournir toujours plus, 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 mais en fait, suivant notre rythme, suivant le nombre de clients qu'on va prendre, suivant les outils qu'on utilise, bah en fait, des fois, le moins, c'est le mieux, et donc, du coup, de trouver cet équilibre-là avec son écosystème personnel, c'est aussi quelque chose qui est à travailler dans l'entrepreneuriat. Et on a tendance à laisser souvent ça de côté, à accumuler les heures, toujours plus, 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 et des fois à pas penser justement à se recentrer. Et on oublie en fait de travailler sur son business, on travaille dedans, et ce qui se fait qu'on se retrouve face à un mur sans l'avoir prévu en amont en fait. Ouais. Ben alors du coup, déjà, si, enfin moi mon conseil là-dessus, ce serait clairement déjà de dire que, quand on se lance, faut arrêter de te lancer 3 millions de choses parce qu'en fait, sinon ça va faire sûrement à peu près 2,5 millions de choses à supprimer. Hem, je pense qu'en fait, c'est très important d'avoir un écosystème qui fonctionne, assez bien, mais qui soit, on va dire, simple et efficace au départ, pour permettre de tester et de conforter, du coup, ce qu'on propose et à qui on le propose. Et ensuite, après, c'est un peu comme si on ajoutait des maillons à la chaîne pour après faire une chaîne globale qui soit, logique, et qui aide vraiment les gens. Mais, au départ, quand on va se lancer, on va forcément avoir des offres où, par exemple, je reprends mon exemple de format et de relation client, on va se rendre compte que soit ça ne nous plaît pas, soit le client n'a pas du tout besoin. Donc après, ça nous permet en fait d'évoluer, et ça peut nous éviter de perdre énormément de temps. En fait, il y a beaucoup de gens qui, quand ils se lancent, ils veulent être, un peu ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent ou ce qu'on leur vend, de personnes qui ont déjà 5-10 ans d'expérience. Mais en fait, ces années d'expérience, elles sont super importantes parce qu'elles ont permis à ces personnes-là, de définir ce qu'elles proposent à ce moment-là et qu'elles vendent bien, du coup, très souvent. Et donc en fait, il y a pas de recette magique. Je pense que nous, tout le monde doit passer par ces années d'expérience aussi pour forger, son propre écosystème d'offres. C'est hyper important. Oui, puis en plus, ces personnes dans lesquelles on se projette, elles ont aussi eu leur casserole. Elles les partagent d'ailleurs pour la plupart, ce que je trouve hyper intéressant à voir. Et en plus, faut se dire que quand elles se sont lancées, pareil, on a tendance à comparer, mais elles se sont lancées dans un contexte qui était autre. Chaque mois, chaque année est différent. Et donc, du coup, il y a des choses qui fonctionnaient quand ils se sont lancés, où ils ont pris une place
incroyable sur le marché, mais aujourd'hui, le marché est différent et donc du coup, on peut pas se lancer pareil. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la stratégie, qui peut faire peur quand on se lance parce que justement, il faut tout créer, même si, comme tu disais, on n'est pas obligé de révolutionner le monde, mais on est obligé de prendre un parti pris et se positionner. Ça, c'est vraiment le truc qui est super dur. Après, dans tout ça, moi, je suis assez fan de tout ce qui est traqué, tout ce qui est data autour de son business, que ce soit son temps, son taux de conversion, de rétention, de voir vraiment ses résultats, de voir le suivi de ses finances, etc. Là-dessus, je suis assez passionnée de données et avec Notion, l'avantage, c'est que on n'a pas grand-chose à faire en fait au quotidien. On remplit nos outils et avec quelques formules, on peut récupérer vraiment des données business. Et parce que bah, en fait, on va avoir besoin de ces données pour derrière faire des choix. Et si on les a pas, bah, en fait, on va rester dans le flou parce que est-ce que notre offre marche? Est-ce que, en fait, même si nous, on a l'impression que ça marche, est-ce qu'elle convertit vraiment? Et dans les trucs auxquels les gens ne pensent pas, il y a aussi la rétention, quoi. Enfin, c'est tellement plus facile de reconvertir un client qu'on a déjà que d'aller chercher un nouveau. Et pour ça, je pense qu'il y a plein de stratégies aussi à mettre en place. Et franchement, enfin, je sais pas ce que tu penses autour de la donnée et justement pour analyser si notre business se porte bien parce que ça évite de se rendre compte, de se dire bon bah en fait je tire la sonnette d'alarme parce que là il n'y a plus le choix. En fait, ça va clairement dans la réflexion de ce que je te disais, de oui, tester des choses, c'est cool, mais après, il faut les analyser pour savoir si c'était bien ou pas. Je dirais qu'il y a plusieurs steps. Par exemple, tu vois, les données de rétention, fidélisation, des choses comme ça, c'est un second step. Je dirais que, tu vois, si tu démarres, franchement, il y a des trucs très simples aussi. D'ailleurs, les données, moi, je les entends pas que chiffrées. Il y a des retours aussi oraux, textuels, enfin voilà, qui peuvent être hyper intéressants. Mais ne serait-ce qu'avoir un questionnaire de feedback pour voilà, quand on a une presta, c'est déjà super si tu fais ça quand tu te lances parce que ça te permet du coup d'avoir des infos sur bah, concrètement dans ta presta, qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Voilà, ça je pense que déjà ça peut être chouette. Après dans les données de vie, enfin en fait ça dépend de tes objectifs. Par exemple dans les données que tu donnais, ça c'est des données des datas qui vont être intéressantes sur la relation client, mais je pense que c'est bien d'en avoir sur tous les aspects. Il y a aussi des données que tu peux aller chercher sur toute la partie business. Faire des analyses et des bilans sur le temps de travail que tu passes réellement avec tes clients, le temps de travail que tu passes réellement pour ton business, arriver à jauger tout ça. Une donnée qui est pas trop quantifiable, mais une donnée interne d'énergie aussi. Des fois, on se lance à faire des choses qui nous épuisent foncièrement, où en fait, on n'est pas du tout dans ce qu'un coach appellerait une zone de génie. Et donc des fois, ça aussi, c'est hyper important de l'analyser parce que c'est la base de tout. S'épuiser au travail, in fine, tu peux avoir toutes les données que tu veux. Si tu en as marre, tu finiras par lâcher. Donc tu as ces données humaines, il y a les données, business aussi, donc le temps de travail que tu mets, combien de temps tu mets pour développer chaque projet. Ça peut t'aider après, derrière, à comprendre un peu comment tu gères ton temps et tes taux de productivité, en fait. Donc du coup, à définir mieux aussi tes objectifs pour être sûr de les réaliser. Et après, tu as toutes les données, de relations clients que tu as citées et tu as même des données, je dirais, plus relatives à la visibilité, où là, du coup, on va pas toucher à mon expertise, donc je veux pas dire de bêtises, mais toutes les stats des réseaux sociaux qui te permettent de développer potentiellement ta visibilité, toutes les stats marketing aussi, et qui, du coup, peuvent t'aider derrière à convertir plus, à avoir plus de leads, etc., etc. C'est top la manière dont tu as développé ça. C'est vrai que j'ai donné juste quelques exemples en amont et toi, tu as vraiment réussi à expliquer tous les éléments. Et en effet, en fait, prendre du recul et pour avoir fait un pivot il n'y a pas très longtemps, c'est justement le fait de faire ce genre de bilan en fait qui permet vraiment de pouvoir prendre les décisions adaptées, de pouvoir vraiment tout redéfinir. Et bah, c'est des choses qui prennent aussi du temps. Et comme tu disais, bah, typiquement, tout ce qui est en effet rétention, c'est des choses qui arrivent avec le temps. C'est pas les premiers mois où on les obtient. C'est juste quelque chose où je vois que les gens oublient, en fait, sur la durée de le mettre en place à un moment. Mais vraiment, au départ, je pense qu'il faut partir le plus simple possible et au fil des années, de recueillir de plus en plus de données, mais en les sélectionnant, parce qu'il y a des données qui, au fil des années, vont perdre du sens aussi. Et tu parlais de tout ce qui était réseau, je pense typiquement en stratégie où, pareil, si un réseau, en fait, on voit que ça fonctionne pas, faut pas hésiter à l'abandonner. Ça reste un test, et moi, ce que j'aime bien dans tout ce qui est test, c'est globalement me donner des périodes de 3 mois avec des objectifs et des KPI, parce que j'aime bien ces indicateurs de performance, parce qu'un objectif, c'est souvent quand même assez large. Donc, pouvoir voir si l'objectif a vraiment été atteint de manière globale, ce que je peux aller chercher un petit peu plus en détail, alors que
Si j'ai juste une petite ligne, ça va être plus difficile, je trouve, à aller analyser. Mais c'est de me donner 3 mois, en fait, pour me dire, OK, ça fonctionne vraiment bien, mais c'est toujours perfectionnable. J'ai un doute sur le fait que ça fonctionne. Je vais poursuivre la période de test et du coup, je vais analyser mes premières années pour pouvoir réadapter. Ou alors, franchement, les résultats sont pas satisfaisants. Comme tu disais, bah, on a une énergie limitée. Donc, où est-ce que je la mets, cette énergie? Parce que bah, si on veut être partout, si on veut tout faire en même temps, et tu disais, bah, pareil, si on sort 10 offres et si on fait 3 millions de trucs, bah, en fait, on s'éparpille et on a beaucoup moins d'impact. Et ça, je trouve ça hyper dur quand on se lance parce que vu qu'on a tout à créer de zéro, en fait, de faire un plan d'action et de décider, on a tellement peur de mal faire ou d'oublier un truc qu'en fait, on fait trop de trucs et c'est là où on perd notre force d'action. Mmh. En fait, je pense que, ce qu'il faut se dire, c'est que tout prend du temps et je crois vraiment, que qu'importe d'ailleurs notre stade d'activité, c'est juste qu'après on le rationalise mieux. Mais, vraiment, il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Genre, on a tendance, je trouve, avec soi-même, d'être, «Ouais, c'est bon, je vais arriver à faire ça, ça, il me faut tant de temps», alors qu'en réalité, on a pris 4 fois plus de temps, mais enfin, dans les faits, on est productif et en fait, c'est juste qu'on est très dur avec soi-même, donc on a tendance à se raccourcir les deadlines et les objectifs. Donc, moi, je dirais qu'il faut voir un peu chaque étape, on va dire chaque grandes étapes de son évolution business comme des phases de focus sur certaines choses. Genre, par exemple, au début, bah, tu as moins de clients et tu as plus de temps, donc c'est un bon moment, par exemple, pour travailler sur la structure de sa boîte. Donc, c'est ce qu'on disait, analyser son marché pour la première fois, analyser sa cible, définir une première, on va pas parler d'écosystème à ce moment-là, on va parler plutôt de première panel d'offres, quoi. Et ensuite, quand on évolue, et ben, du coup, on va pouvoir analyser un peu ce qu'on a travaillé. On aura normalement aussi un peu organisé nos premiers mois, et cetera, pour, voilà, mettre des petits objectifs, y aller. Et après, quand on commence à avoir des clients, ben, on améliore l'existant et on va chercher d'autres choses. On va aller chercher un peu plus loin. Je pense qu'à ce moment-là, par exemple, tu vas booster un peu tu vas te mettre des objectifs de com. OK, maintenant, je sais à peu près je suis un peu plus sûre sur ce que je propose, je peux aller chercher visibilité. Et step d'après, c'est là où peut-être tu as encore plus de clients, ça commence à rouler. Et c'est à ce moment-là que tu réfléchis à, OK, comment fidéliser et retenir un peu les personnes qui me suivent ou qui achètent chez moi. Et dans ce cas-là, du coup, tu repenses un peu tout. Et c'est à ce moment-là aussi, par exemple, que tu peux ajouter des choses dans ton panel d'offres et que tu crées ce qu'on va appeler un écosystème, en fait. Et donc, je pense qu'en fait, il faut prendre le temps de laisser ces étapes venir les unes après les autres. Comme ça, au moins, on peut se focus à chaque étape, quoi. Oui, puis en plus, dans chaque étape, il y a plein de choses qui viennent interagir les uns avec les autres. Il y a de la stratégie, il y a de l'organisation, il y a de l'opérationnel, il y a de la communication, il y a tout ce qui est parcours client. Et pareil, ça, quand je parle parcours client, en fait, c'est hyper large. Et quand j'échange avec des membres, généralement, ils sont super surpris parce que en fait, ils se rendent compte que c'est pas juste un parcours, c'est que dans le parcours, va y avoir justement des phases stratégiques, va y avoir des phases de qualification des personnes aussi, de savoir vers où on les renvoie, va y avoir aussi tous les outils associés, de voir comment on peut faciliter l'expérience et pas que du côté client, parce que des fois, on veut tout faire bien pour le client, mais aussi pour nous, en fait. Faut que ce soit confortable des deux côtés. Et du coup, de pouvoir réfléchir à de l'automatisation. Et je parle pas que de faire du Zapier, et etc. Mais ça peut être juste de se dire, en fait, je vais avoir un template préfet pour ma proposition commerciale. Je vais avoir des templates de mail. Je vais avoir un process où je vais avoir des cases à cocher. Et donc, du coup, en fait, quand je me mets dessus, bah, je débranche mon cerveau parce que c'est de l'opérationnel. Je sais qu'il faut que je fasse ça dans ce ordre-là. Et j'ai pas à chaque fois à réfléchir. Et des fois, c'est ça aussi, automatiser son business. C'est pas juste faire un truc hyper compliqué. Et je trouve intéressant quand on commence pas d'avoir un panel de 50 process où s'y perdre et en fait on passe sa vie à rédiger des process qu'on n'utilisera jamais. Mais par contre de commencer à mettre des petites choses en place. Rien que de dire, bah ok, tous les mois je vais faire, vu que je me lance, je vais vraiment faire le point sur un peu ce qui s'est passé au niveau de mes offres. Donc je veux regarder un peu telles infos. Et justement tu parlais de feedback. Le feedback de fin de prestation, mais moi j'aime bien en recueillir tout le long aussi parce que déjà bah, les gens n'oublient pas les choses. Et c'est beaucoup plus léger de pouvoir dire, bah écoute, on prend juste 5 minutes, tu me fais un peu le point sur ton ressenti. Et en fait, la manière dont la personne va en parler, sans lui poser la question de qu'est-ce que tu voudrais qu'il change dans la prestation, en fait, tu vas sentir que potentiellement, il y a peut-être un blocage. Puis du coup, tu vas pouvoir le noter dans tes bilans, dire, OK, d'accord, en fait, ce blocage, il est revenu 6 fois sur 10 dans mes échanges.
va peut-être falloir que je fasse quelque chose. C'est ça. Et c'est, par exemple, quand tu vois, dans le membership ou sur des formats où on apprend des choses à des personnes, voilà, chaque client a aussi, même s'ils rentrent tous dans ce qu'on va appeler le ciblage, donc c'est des gens que tu as ciblés, ils ont tous des fonctionnements d'apprentissage qui sont quand même chacun le sien. Donc, c'est aussi pour ça que, du coup, au fur et à mesure, il va falloir améliorer. Par exemple, effectivement, tu vois, tu disais, quand tu as des feedbacks sur le coup de cet exercice, j'ai pas du tout compris, cette notion, j'ai pas du tout intégré, tu vois, oui, cet exercice, j'ai pas du tout compris, bah, du coup, ça te permet derrière de l'améliorer. Il y a des choses, des fois, ça passe par des petites choses à faire, tu peux te les noter et après, du coup, tu les fais tout en même temps, hein, on évite de tout faire de manière disparate. Mais du coup, effectivement, les feedbacks, c'est un peu à la fin hyper important parce qu'il y a la prise de recul, mais aussi tout au long, il faut être à l'écoute. Mais de toute façon, ça, pour moi, c'est le propre de l'entrepreneur. Parce qu'on disait tout à l'heure, savoir s'adapter, c'est hyper important. C'est vraiment hyper, hyper important parce que du coup, même si on processe des choses, etc., il y a quand même sur certaines petites choses où on peut s'adapter. Et ça, c'est hyper important, je pense, parce on reste indépendant. On n'est pas des énormes machines, voilà, qui font son. Et du coup, être à l'écoute, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, je pense. C'est sûr, et cette flexibilité à avoir envers les autres, envers le marché et envers soi-même, c'est vraiment, je trouve, trouver cet équilibre. Et en fait, l'équilibre, pareil, il n'est pas le même. En fait, à chaque étape de notre business, on va pas travailler le même nombre d'heures, on va pas travailler de la même façon, on va pas interagir de la même façon. Et il y a cette recherche constante, en fait, de l'équilibre, parce que les gens ont peur de ce déséquilibre, mais en fait, il est toujours là et il est en constante mutation. Et je trouve que il faut s'autoriser vraiment de la résilience, en fait. Mais on peut pas agir sur tout et des fois, il faut se laisser aussi aller, quoi. Mm. Et je disais, la dernière fois, je discutais avec d'autres entrepreneurs et on parlait des premières années où, par exemple, un truc qu'on voit tout le temps sur les réseaux, c'est comment trouver tes clients. Voilà, genre vraiment tout type de contenu confondu avec la problématique de fond qui est trouver des clients. Et donc, on a l'impression que le mot principal de l'entrepreneur, c'est trouver des clients. Et en fait, du coup, je vais démoraliser les gens. Mais, mais du coup, ben, ça, c'est la problématique, on va dire, des 3 premières années, parce que tu as trouvé des clients, après, tu as trouvé des clients régulièrement, après, tu as avoir... Bon, bref, les 3 premières années, tu passes ton temps à voilà, essayer de foncer sur cette problématique de clientèle. Si tu restes focus sur la même chose et que tu pivotes pas, hein, voilà, ok. Mais après, il y a d'autres problématiques vitales, hein, pour ton business. Et en fait, c'est le mot résilience, il est hyper important parce qu'en fait, quand c'est pas ça, ce sera autre chose. Et ça fait partie de un business, c'est pas un truc figé. C'est pas une étude de marché, c'est ce qu'on disait. C'est pas un truc figé. Ça évolue parce le, l'entreprise est dépendante de ce qu'on appelle l'environnement. Et donc, forcément, tout l'environnement, qu'il soit macro, micro, on s'en fout, il influe sur du coup notre activité. Donc, tout est en mouvement constant. Nos problématiques sont en mouvement constant. Et donc, c'est évident qu'on doit s'adapter et être résilient. Ça fait partie de nos qualités à avoir absolument. Et je dirais même que en termes d'énergie, euh, si on n'est pas capable d'être comme ça, ou du moins d'accepter de travailler dessus, parce que je pense pas que l'humain soit une finalité en soi, on peut tous évoluer, ben c'est l'entrepreneuriat, ça va être dur. Ah, c'est sûr. Et puis en tant que solopreneur, en fait, il y a tellement de choses qui dépendent de nous. C'est pas comme une entreprise où, bah, du coup, il va y avoir vraiment des fondations qui vont être définies et tout le monde va graviter autour et travailler ensemble. Là, en soi, bah, va y avoir nos envies, va y avoir, bah, si on est fatigué, va y avoir notre rythme de vie, va y avoir plein de changements, en fait, de notre vie personnelle qui va infléchir sur notre business. Rien que aussi des questions de localité. Je le vois, je suis perdue dans les montagnes. Forcément, bah, du coup, je fais beaucoup de distanciel. Et donc, du coup, bah, ça va infléchir sur ma stratégie. Il y a plein de choses. Pareil, on a des enfants. Si on est maman, bah, si on doit partir à 16 heures pour aller à l'école, bah, ça va infléchir sur notre business face à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est solo et qui peut bosser 70 heures par semaine et qui s'en fout. Et là-dessus, je trouve, faut pas avoir de culpabilité aussi. Enfin, des fois, il y a une sorte de culpabilité des gens où ils se disent, mais je fais trop d'heures. Mais en fait, si ça te correspond, si t'es bien comme ça, bah, et si tu veux pas prendre de vacances parce qu'en fait, tu prends par exemple une demi-journée toutes les semaines ou que tu prends 3 jours tous les mois pour partir, etc., bah, en fait, je trouve que aussi, il n'y a pas de formule parfaite. Et il faut vraiment dédramatiser tout ce qu'on voit partout parce qu'il y a plein de dictates en mode le parfait entrepreneur. Mais si on prend le modèle du parfait entrepreneur, je suis complètement à côté de la plaque parce que typiquement,
en acquisition client, je ne fais pas de prospection. Je vais échanger sur les réseaux, je vais vraiment discuter beaucoup, et ce qui fait une forme de prospection. Mais la prospection telle que l'entend la plupart des personnes, je ne la fais pas. Oui, oui, la prospection, c'est un gros mot, un peu, chez l'entrepreneur qui fait extrêmement peur, mais oui, aujourd'hui, il y a plein de méthodes de prospection. Par contre, du coup, tu as dit un truc qui est très juste. Qu'importe ce qu'on fait d'ailleurs, tout est question de choix. Par exemple, tu vois, si je devais, pas raconter mon parcours, bah, je disais tout à l'heure, j'étais au préalable pendant 2 ans, j'ai été associée dans un espace de cowork dans lequel je proposais des accompagnements. J'étais associée, OK, on était 3 et du coup, j'avais fait ce choix de m'associer, OK, de pas être indépendante. Beh, c'est un choix qui a eu des conséquences. Alors évidemment, du coup, tu es plus tout seul, le business se développe autrement, mais il y a plein d'autres problématiques vraiment, humaines, essentiellement, moi, ça a été ces problématiques-là. Et en fait, quand j'ai choisi d'être indépendante, j'ai fait le choix de faire plus petit. Mais c'est un choix, en fait, on s'en fiche. Je pense que surtout ce qu'il faut, c'est vraiment le terme «choisir», je trouve qu'il est important. C'est si tu as décidé et même si tu as pas d'enfant, si tu si tu décidé de travailler que 4 jours par semaine, c'est ton choix. Ça aura forcément des conséquences dans les prestations, la relation que tu as avec tes clients, ton modèle éco, enfin, ça aura des conséquences sur tout, mais c'est ton choix. Il y a pas de finalité et c'est pas ça qui définit une réussite. Si tu as décidé d'être une experte et d'être la référence dans ton domaine, eh ben, tu vas faire des choix en conséquence. Je te prends un exemple, mais genre, par exemple, tu veux être référence sur les réseaux sociaux parce que pour toi, c'est une façon de prospecter importante et donc du coup, c'est ton choix d'être la référence et donc la personne avec le plus d'abonnés dans ton domaine. Bah, OK, bah, du coup, tu vas, booster à mort la partie création de contenu, voire, faire du ads, mais du coup, tu fais des choix, en fait, derrière et ça, c'est hyper important d'avoir une ligne directrice, donc une stratégie, qu'elle soit, de business ou de strat et de la suivre. C'est hyper, hyper important. Cette notion de choix, c'est ce qui freine beaucoup d'entrepreneurs. Et je veux pas dire, hein, des fois j'y suis confrontée aussi, hein, personne n'est parfait. Il faut aussi casser tous ces mythes-là. Et de choisir, c'est terrible parce que bah on a les possibilités et il faut en choisir une parce qu'on peut pas tout faire. Et c'est terrible parce qu'on a peur d'abandonner quelque chose. Et en même temps, au moment où on fait ce choix, une fois qu'on l'a affirmé, je trouve on a une sérénité et on a une ligne directrice parce que bah, tant qu'il y a trop de possibilités, en fait, justement, on ne sait pas où aller. Et c'est toujours cette balance-là, mais c'est ce petit laps de temps du choix. Je sais, quand j'ai fait le pivot, ça a été vraiment terrible de me dire, mais je sais que je veux y aller, mais j'ai quand même peur d'abandonner parce que j'avais un business qui fonctionnait bien. Et j'ai fait le choix d'un pivot qui m'a mis dans une certaine insécurité parce que bah, forcément, tu changes tout, tu repars quasiment à zéro, avec oui, des connaissances et une expérience entre-temps, mais globalement, tu repars quand même un petit peu à zéro et ça fout la trouille, faut quand même l'admettre. C'est ça et du coup, c'est pour ça, du coup, faire des choix, la prise de la capacité à prendre des décisions, elle est hyper importante aussi, quand tu es entrepreneur parce que du coup, elle est quotidienne chez nous. D'ailleurs, un choix, c'est, un truc minuscule que peut-être d'ailleurs toi tu fais, instinctivement, mais, savoir qu'est-ce que tu réponds à tel mail, est-ce que tu dis oui ou non à tel partenaire et cetera. Tu vois? C'est des choses où des fois, c'est instinctif, on se pose même pas la question, on fonctionne tellement au feeling après que et on se connaît tellement bien qu'on sait si on peut y aller ou pas au bout d'un moment, mais au début, tout est à apprendre. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut se laisser du temps, pour s'affirmer. Mais moi, je suis d'accord avec toi. De toute façon, s'affirmer, c'est gagner en clarté, et pour son business, son propre business, les projets qu'on va développer, tout ça, ça nous donne une ligne directrice. Mais évidemment aussi en termes de communication, on est beaucoup plus clair dans ce qu'on propose, à qui on parle et cetera et donc on va mieux toucher les gens. Moi, j'aime bien, cette image, je me fais souvent cette image dans ma tête, de quand on se positionne, c'est comme si on était dans un couloir, dans un cercle où il y a plein de chemins. Heu, donc quand on se positionne pas et ben, on a tendance à avoir une jauge d'énergie, dédiée qui se dilue dans les chemins et donc on va jamais au bout du chemin. Alors que quand on apprend cette jauge et qu'on la met dans un même chemin, on arrive toujours au bout. Parce que du coup, on se consacre à une chose et donc le pouvoir du positionnement, c'est un peu ça. Après je pense que ça reste quand même des mois, voire des années d'expérience, qui nous permettent d'affirmer ce positionnement. Moi, j'aimerais bien qu'on déculpabilise aussi à ce sujet en disant: «C'est OK de changer de cible au début, c'est OK de changer les offres au début, mais c'est OK dans la condition où on fait ce qu'on a dit». C'est-à-dire que tu fais, ensuite tu analyses et ensuite tu modifies. Et puis, il faut dédramatiser, en fait, quand ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Faut réessayer autrement, faire les choses différemment et re-questionner, vraiment de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Mais si ça marche pas,
au moins ça permet aussi d'éliminer une hypothèse en fait. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, c'est que bah, au bout d'un moment, ça permet au moins celle-là de vraiment la classer, de se dire, OK, en fait, ça marche pas parce que ça correspond pas à ma manière de fonctionner. Ça marche pas parce qu'en fait, ça me bouffe trop de temps par rapport à ce que je vais y consacrer, etc. Et ça, je trouve ça génial. Et dans tout ça, dans l'entrepreneuriat, ce que je trouve hyper important, c'est vraiment aussi de s'entourer. Parce que, bah, en fait, quand on est solo, il y a plein de choses dont on se rend pas compte et de pouvoir bien s'entourer, que ce soit de pairs, pour pouvoir échanger sur la réalité du marché et avoir des gens qui ont vraiment des problématiques très similaires à nous, tout en ayant chacun ses problématiques personnelles, mais aussi de s'entourer d'entrepreneurs dans plein de domaines différents pour vraiment en fait avoir cette émulsion. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'intelligence collective, c'est vraiment hyper important. Pour moi, ensemble, on va plus vite et on va plus loin. C'est vraiment, il y a tellement de choses à développer autour de ça. Et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui restent dans leur coin parce que ils ont trop peur en fait d'oser dire qu'ils galèrent. Alors qu'il faut quand même le dire, on galère tous. Oui, ah non, mais complètement. Bah, je suis même complètement d'accord. C'est même moi, je te disais tout à l'heure, quand on n'a pas comme problématique de trouver des clients, on en a d'autres. Oui, on a tous des galères. Et une galère, c'est pas un problème quand tu es entrepreneur. En fait, il faut casser le mythe de l'entrepreneur. Il fait tout parfait. Il a un business, ça fonctionne. Il fait des milliers et des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Non, pas du tout. Les business, il y en a 10 000 types différents, autant qu'il y a de personnes d'ailleurs. Donc oui, je pense que, enfin, moi, j'en suis convaincue du collectif. Enfin, j'ai même créé en local un collectif. Donc, quand je me suis lancée, donc évidemment que je crois fort au collectif. Euh, En fait, je pense que s'entourer, c'est de plein de choses. Je pense que ça, le mot s'entourer, c'est d'abord l'entourage personnel qu'on a. Je pense que c'est important d'en parler parce que nous, en accompagnement d'entreprise, on nous dit toujours que euh, le fait d'avoir un bon entourage est synonyme de réussite. Dans le sens où des personnes qui ne te soutiennent pas, tu as quand même beaucoup moins de chances d'y arriver dans tes premières années. Bah, parce qu'en fait, c'est déjà tellement dur. Si les gens autour de toi, ils y croient pas, ça va être compliqué. Voilà. Donc, il y a cet entourage personnel-là. Et ensuite, il y a l'entourage business qu'on se construit au fur et à mesure, que j'entends de deux sortes. Donc, il y a la notion de collectif, mais donc rejoindre des réseaux, etc., pour se développer. Et il y a la notion de soutien aussi. Je pense que c'est chouette de juste des fois avoir aussi quelques personnes qui soient pas forcément en groupe, quoi, mais d'avoir quelques contacts avec qui on peut échanger et papoter de temps en temps. Moi, je suis une amoureuse d'Instagram, j'y suis depuis des années. Et il y a des gens, bah, par exemple comme toi, que je sais pas, on s'est jamais vu dans la vraie vie, mais je te suis tous les jours sur les réseaux, quoi. Et en fait, ça crée de vrais liens. Et je pense que c'est chouette. C'est une super aventure aussi pour ça, parce qu'on rencontre de vraies personnes qu'on apprécie et qu'on retient. Enfin, donc, on se sent bien, on se sent soutenu, etc. Sans pour autant forcément faire partie d'un collectif et de se voir régulièrement. La notion du collectif, alors, elle me paraît aussi primordiale. Moi, je trouve que le collectif, ça fait des miracles parce que ça enlève tout ce qui est biais cognitif. Alors, ça permet en fait d'arrêter de se poser des questions tout seul. Je trouve que ça a cette force-là. En fait, des fois, on est tout seul avec nos problématiques et on a notre biais cognitif. Et donc, en fait, le fait d'avoir le regard des autres, des fois, on se dit, ah bon, bah ok. Genre, j'avais pas vu ça de cette manière. Et des fois, ça débloque des situations super rapidement. Donc, je comprends carrément ta notion de on va plus loin et un peu plus vite parce que du coup, des fois, on est tout seul dans nos réflexions et on devient fou, quoi. Puis comme tu dis, enfin, pour moi, le collectif, des fois, c'est juste avoir une seule personne en face de soi. C'est pas forcément non plus avoir des dizaines, parce que en fait, s'il y a trop de monde, ça peut juste aussi faire trop de bruit. Donc, suivant son caractère, je trouve ça bien d'être soit deux, trois, d'être dans des petits groupes, etc. Et de naviguer en fait suivant nos besoins, parce que bah, suivant les périodes, on va pas échanger plus avec telle ou telle personne. C'est ça que je trouve intéressant. Et il y a le collectif, mais il y a aussi savoir se faire accompagner. Soit, bah, quand on débute, il y a pas mal d'échanges de compétences, et même plus tard, parce que on a vraiment des choses à s'apporter, mais il y a aussi à des moments d'investir, bien sûr, en prenant toujours en considération ses finances. Le but, c'est pas de se couler et de se retrouver dans des situations catastrophiques, mais de se dire, OK, en fait, là, j'ai besoin d'avoir un accompagnement parce que le collectif est une chose, mais d'avoir un accompagnement vraiment guidé avec quelqu'un qui va partager une expertise et qui va partager un parcours, ça a aussi énormément d'impact. Et je sais que moi, ça a vraiment, à plusieurs périodes, tout changé. Et d'ailleurs, j'avais fait des séances avec toi et ça m'avait énormément aidé à prendre du recul. Parce qu'en fait, on a besoin aussi d'avoir cet apport-là. Et je trouve ça bien, cette notion d'investir, parce que c'est un moment de se dire, OK, je me fais confiance pour que ça fonctionne. Ouais. Alors, l'investissement, c'est un gros sujet. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve
c'est vraiment un point de vue personnel et une réflexion personnelle depuis quelques années. Je trouve que quand on se lance, on a tendance à investir parfois dans des choses que je trouve futiles. Je vais être très claire, mais par exemple, beaucoup de gens qui se lancent, ils vont acheter des trucs parce que il y a une espèce d'enthousiasme à ce sujet. Tu vois, par exemple, tout ce qui est bundle, tout ça. En fait, il y a le fameux FOMO. De toute façon, je suis pas marketeuse, mais on sait tous très bien de quoi on parle. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui investissent alors des très petites sommes parce que finalement 200 euros par-ci, 200 euros par-là, même pas 50 des fois, enfin il y a des bundles qui sont vraiment pas encore moins chers que ça, etc. Ouais, mais une fois cumulé, ça peut vite faire des gros chiffres en fin d'année. C'est ça, pour des choses qu'au final les gens ne font pas. Parce que il y a quand même énormément de retours de personnes qui disent oui, bah du coup, j'ai pas fait le coup de trois quarts des formations, j'en ai malheureusement fait qu'une, etc. Parce que j'ai pas le temps, parce que tout ça. Et donc en fait, moi je pense que l'investissement, ça part effectivement de la strate. Et donc ça rejoint ce que tu disais, on n'investit pas enfin, monts et merveilles dans tout, faut faire attention. Donc en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, des étapes de développement. Chaque étape de développement peut permettre un investissement, c'est pour ça qu'il faut prendre du temps et de savoir où on va. Et donc en fait, les investissements, pour moi, c'est la suite logique de en fait, tous nos objectifs. Et donc si par exemple, on a des objectifs business à ce moment-là qui sont définis, on est capable de faire un prévisionnel en se disant: «OK, bah, je sais que je suis pas capable, moi toute seule, d'avancer sur ce sujet-là, je vais avoir besoin de rejoindre un collectif en fonction de son besoin et de qui on est, tu vois, on va s'entourer, donc soit un collectif, soit un accompagnement individuel, soit des sessions de conseil avec un expert, enfin il y a plein de formats, en fonction de notre profil, on choisit le format, et donc on budgète et on provisionne dans un prévisionnel. Mais en fait, je pense qu'il faut faire les choses étape par étape et arrêter d'acheter des trucs parce que tout le monde en fait la pub sur les réseaux. Moi, ça me rend fou. Mais je suis la première à me dire des fois, ah, ça a l'air quand même super chouette. Mais je me dis, mais c'est pas dans ton prévu, c'est pas prévu, tu as aucun intérêt à faire cet investissement à ce moment-là. C'est pas des pots de Nutella dont on parle, quoi, tu vois. Enfin, je ne mange pas de Nutella du tout, je n'en ferai pas la promo, mais, mais du coup, enfin, tu vois l'idée, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des choses pour leur business comme s'ils allaient faire leurs courses, quoi. Mais c'est pas du tout la même posture qu'il faut avoir, en fait. Alors que moi, je sais que quand je fais mon prévisionnel, je me dis, OK, j'ai besoin de me former sur ces points-là. Je me renseigne sur les formations. Et si en effet, il y a un bundle avec cette formation-là à l'intérieur et que des fois, la formation coûte plus cher que le bundle avec tout, je vais acheter le bundle. Mais par contre, je vais suivre que cette formation-là. Les autres, je vais les garder de côté si un jour j'en ai besoin. Mais il y a aussi ça, c'est que les gens se forment sur tout et sur rien sans passer à l'action. Et en fait, consommer un bundle complet, bah c'est pas forcément cohérent non plus, quoi. Mais complètement. Mais alors, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, bah, écoutez Armel, hein, parce que clairement, c'est ça. En fait, c'est ça. Ça sert à rien de faire des trucs si ça rentre pas dans vos objectifs. Et les formations, pareil. Alors après, il y en a qui te diraient, oui, mais la formation, je la garde et je l'aurai pour d'autres années. Ça, c'est ta théorie. On sait que dans la pratique, tu vas jamais faire ça. On sait que tu vas jamais ressortir une formation qui a 3 ans au bout d'un moment parce elle est parfois désuète. Et au mieux, tu auras avancé et tu auras envie d'un truc qui aille plus loin. Donc, en fait, en réalité, je pense que la réflexion, elle est de se dire ça. S'il y a des personnes qui font des prévis avant, qui sont dans leurs objectifs et qui achètent les bundles en ce sens, moi, je dis oui à 100%. Mais je sais que la réalité, c'est que souvent, c'est un peu de l'achat impulsif qui est carrément alimenté par le marketing qu'il y a autour. Et genre, c'est complètement OK, on le sait tous, on le voit tous, etc. Mais voilà, moi, mon côté stratège et qui aime le pragmatisme, l'anticipation, la planification, vraiment à chaque fois, ça lui brise un peu le cœur de voir qu'il y a des gens qui et franchement, c'est rien parce que ça reste 200 euros. Bon, dans ta trésor, c'est pas non plus un truc de ouf, mais quand tu te lances, c'est un truc de ouf. Et puis en fait, c'est un truc de ouf. Si t'as 3 000 € sur ton compte, 200 €, tu vas dire, OK, je prends pas de gros risques. T'en as 500, bah en fait, les 200 €, tu vas avoir des enjeux qui sont énormes. Et c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant, c'est que faut toujours rapporter à combien d'argent t'as. Parce que même investir 50 € pour certaines personnes, c'est beaucoup. Et peut-être que en termes de business, oui, c'est rien. Mais en fait, pour une personne qui est dans la galère financièrement, le moindre euro va compter et va avoir des enjeux. Et si cette formation-là, elle n'aide pas derrière à avancer, même en passant à l'action, etc., bah, au final, c'est de l'argent qui est perdu. Donc, il y a tout ça aussi, c'est que l'argent, c'est quand même une denrée limitée. Et donc, du coup, il y a plein d'enjeux derrière. C'est ça, c'est un moyen. Pour moi, c'est une énergie qu'on a qui est à notre disposition pour notre business, comme plein d'autres choses, comme par exemple l'humain et le temps, qui sont du coup, les trois là sont quand même les trois piliers principaux. Et en fait, si tu le
dépenses dans des choses qui sont futiles, bah, tu perds en énergie, monétaire et donc forcément, ça te permettra pas après, au fur et à mesure de te construire une trésor pour investir dans de vraies choses. Voilà, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue quand on fait ça. Donc stratégie avant de passer à l'action et après on fait des vrais trucs qui sont utiles. Je pense que ça va être vraiment le mot d'ordre de ce podcast. Il y a juste un dernier point que j'aimerais aborder avec toi, parce que je sais que là-dessus, c'est vraiment quand même un de tes sujets de prédilection. C'est tout ce qui est partenariat. Parce que dans tout ce qui est business, on oublie souvent de le faire. Et moi, c'est des questions que je suis en train de me poser actuellement. C'est comment gérer des partenariats, que ce soit avec des pairs ou alors avec d'autres entreprises qui ont des prestations complémentaires. Est-ce que tu as un petit peu des conseils à donner autour de ça et de donner déjà un premier aperçu justement de la puissance que ça peut avoir, bien sûr en restant stratégique? Oui. Bah, du coup, je vais juste partager un peu mon expérience. Alors je dirais qu'en premier conseil, je vous dirais beaucoup de temps. Vraiment, ça, c'est un truc sur lequel moi j'appuierais. Je différencierais 2 choses. Du coup, la partie, affiliation, que je vais mettre complètement de côté, que je peut-être j'en parlerai juste après. Mais sur la partie partenariat pur, donc, travailler en collaboration avec des personnes qui font de la prestation de service. L'affiliation, je l'entends vraiment, comme, promouvoir des outils et cetera et avoir une rétribution dessus, voilà, c'est vraiment un truc à part pour moi. Mais la partie, partenariat, il y a plusieurs sujets. Pour moi, ça te alors, tu as ceux avec qui travaillent avec des métiers complémentaires. Moi, je l'ai mis en place parce que c'est un besoin que j'avais identifié chez mes clients. Donc, il m'a fallu déjà du temps pour identifier et comprendre vraiment le besoin. Après, j'ai testé sur certains métiers. Je me suis rendu compte que dans les faits, par exemple, il y avait des métiers que j'arrivais pas du tout à recommander. Pour être très pragmatique, moi, par exemple, les métiers de coach, j'ai beaucoup de mal à les recommander dans le sens où, en fait, bah, les gens ont besoin de eux-mêmes faire leur démarche, de se faire coacher. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à les renvoyer, non pas parce que les gens sont pas qualifiés, je travaille qu'avec des gens de confiance, mais parce qu'en fait, les gens, il faut qu'ils fassent leur démarche. C'est un peu comme moi, je suis très difficilement recommandable dans le sens où je suis très compétente, il y a pas de souci, mais dans le sens où les gens doivent faire la démarche de se dire: «OK, je vais investir en temps, je vais investir en argent pour, avancer dans mon business», tu vois? Donc les gens ont du mal à me recommander parce que, bah, c'est voilà, c'est un travail où le client final, il faut qu'il s'investisse. Mais par contre, du coup, il y a des, tu peux faire des partenariats avec des métiers complémentaires parce que c'est super chouette, ça permet à ton client d'aller beaucoup plus loin, et de développer son activité. Pour choisir ces partenaires-là, donc avec des métiers complémentaires, du temps, beaucoup d'analyse, des retours clients éventuellement qu'ils ont eu, être sûr que tout se passe bien. Ensuite, cette phase-là, je dirais, en sous-marin, on va l'appeler comme ça, au moins 6 mois. Ensuite, une phase un peu plus active où, tu échanges avec la personne, tu vois? Si tu as le feeling qui passe, tu pas obligé de faire un truc hyper punchy, hein. Des fois, ça passe par, juste follow la personne, regarder ce qu'elle fait, interagir avec elle régulièrement, voir si, du coup, il y a un feeling qui se crée et qui se tisse naturellement et après, une fois que cette, on va dire cette année-là est passée d'analyse et cetera, et ben, tester avant de confirmer, via un contrat et contractualiser. Donc là, moi, j'ai travaillé avec une juriste du coup pour faire tous mes contrats, hein, évidemment je suis pas juriste ni avocate. Donc du coup, on contractualise, mais avant on peut tester déjà des premières prestats avec, des clients en commun pour être sûr que tout le feeling passe et cetera. Et moi, bon, c'est mon côté planification, organisation, mais j'avais déjà anticipé avec des tableaux pour qu'on travaille en collaboration au mieux. Voilà, je leur explique aussi un petit peu comment ça marche. Moi, j'envoie toujours un mail pour envoyer la personne, et cetera, et cetera. Donc je fais passer. Donc ça, moi, les partenaires aujourd'hui que j'ai de confiance, ça fait, bah, au minimum, 1 an et demi, 2 ans que je les connais. Voilà. Et donc ce qui fait aussi que, bah, les renvoyer, c'est plus simple pour moi et ce qui fait aussi, que les gens me font confiance, je pense. Dans le fait de la recommandation, enfin, je sais que les gens, ils vont naturellement et bah, ça se passe très bien le 3/4 du temps. J'ai jamais eu de soucis quoi, en fait, même, voilà. Donc il y a ça et après il y a la relation avec les pairs. Donc ça, c'est pas du tout la même posture parce que le but, c'est, bah, c'est ce que je dis, des gens qui ont des métiers complémentaires, ils ont beaucoup de mal à te recommander, bah, parce que la personne en face, elle a peut-être pas le besoin de se faire accompagner, elle l'a peut-être pas identifié, il faut qu'elle fasse son parcours. Mais du coup, avec les pairs, c'est pas la même chose parce que le but, c'est de se renvoyer des gens quand il y a des gens qui ont des besoins et que du coup, soit toi, soit la personne, elle a pas de dispo. Donc du coup, on peut se renvoyer. Moi, ça, je l'ai mis en place. Alors ça a été très compliqué parce que, hem et je le fais qu'avec très peu de personnes, tout simplement parce que, bah, trouver des personnes qui ont les mêmes process, la même expertise, et qui font exactement les mêmes choses, c'est pas facile. Moi, dans mon domaine, mais j'imagine dans les personnes qui nous écoutent, ça va être un peu pareil. Comme on dit, il y a à boire et à manger. Donc du coup, c'est beaucoup de temps d'analyse, énormément. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à analyser les gens. Je passe beaucoup d'appels avec, les personnes qui sont mes pairs. Je pense que
Le fait que moi, je partage beaucoup sur les réseaux fait aussi que mes concurrents me connaissent bien. Du coup, ils sont peut-être plus à l'aise aussi avec le fait de m'appeler. Et après, avec le temps, il y en a avec qui je développe des choses, d'autres moins. Des fois, j'ai aussi ça m'est arrivé d'avoir un peu des déceptions où je me dis: «Ah non, en fait, ça fonctionne pas», pas pour dire que la personne n'était pas compétente du tout, hein, ça a rien à voir, mais en mode ça fonctionne pas comme avec moi, donc ça matche pas trop et je me sens pas trop à l'aise d'envoyer les gens. Voilà, mais c'est vraiment, pour moi, c'est super parce qu'aujourd'hui, moi, parce que ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, moi, ben, un lead régulier, j'ai pas besoin forcément d'envoyer tout ça, mais il y a des mois où, bah, c'est plus compliqué, donc c'est cool aussi de se dire, bah, voilà, d'échanger avec nos pairs en mode hyper, cool, en mode: «Bah, voilà, moi ce mois-ci, j'ai une place de dispo et ben, si, la personne qui est en face, elle peut me renvoyer quelqu'un, c'est cool et moi je le ferai avec grand plaisir, une fois d'après, quoi». En fait, c'est faut pas avoir de tabou, quoi. Enfin, des fluctuations, on en a tous et je trouve ça chouette de pouvoir échanger avec des pairs, très honnêtement, et très franchement, je trouve ça chouette. Après, les pairs, c'est pas, faut trouver les bons profils. Voilà, je dirais ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont peur de la concurrence et qui voient ça comme un genre un vilain démon qui va te voler l'intérieur de ton business et tout te prendre. Mais en fait, moi, je reste convaincue que, on est freelance, on est prestataire de service. Les gens nous choisissent évidemment pour notre compétence, mais d'autant plus pour qui on est. La manière dont on aborde les choses, la manière dont tu transmets l'information et donc en fait, moi, je suis très à l'aise avec, le fait de travailler avec les concurrents. C'est juste que je travaille pas avec tout le monde et qu'il y a des valeurs profondes que je vais chercher. Niveau concurrence, il y a 2 points. Il y a le fait de vraiment connaître son marché parce qu'on n'est pas chez les bisounours et que c'est important de connaître le cadre. Et bien sûr, au niveau des concurrents, il y en a avec qui ça va accrocher et d'autres pas. Mais par contre, d'avoir cet échange, je trouve qu'il faut vraiment trouver le juste équilibre à vraiment s'entourer de peut-être peu de nos concurrents pour pas se retrouver noyé et partir en tous sens. Mais par contre, je trouve ça tellement agréable. J'ai une amie et concurrente en même temps, mais on est toutes les deux dans le marketing. On propose toutes les deux une offre très similaire. Et du coup, on se retrouve à brainstormer sur les mêmes sujets, à avoir du coup les mêmes réponses suite à notre brainstorming et une application qui n'a rien à voir. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant dans le fait d'échanger avec des gens. Et des fois, on va apprendre juste une micro-info, mais en fait, on va se nourrir de tout ça aussi. De se dire, ah tiens, tu utilises tel truc, ah tiens, t'as pensé à ça, ah tiens, tu poses telle question. Et du coup, en fait, on se nourrit de tout ça. Mais de toute façon, ce qu'on offre, en fait, c'est une expérience aussi humaine. Même dans ce qu'on offre, ça peut être des trucs qu'on a vécu à l'école où on se dit, non, mais en fait, dans l'apprentissage, bah, je trouvais ça horrible de cette manière-là. Et donc, du coup, là, je suis dans un objectif de transmission et je réfléchis à ça. Et donc, du coup, par rapport à mon expérience, bah, je vais le transmettre d'une certaine façon. Quelqu'un qui a vécu autre chose le transmettra autrement. Et c'est ça que je trouve fou avec l'humain, c'est que à partir d'une même information, il y a des milliers et des milliers de possibilités. Ouais, complètement et du coup, je me dis aussi, peut-être que des gens se posent la question, un partenariat, du coup, il peut y avoir la notion d'apport d'affaires, mais pas forcément. Dans moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de le contractualiser, avec, des personnes dont c'est le métier. Et ça peut être chouette aussi de le faire. Enfin, je sais que, tu vois, moi, par exemple, je suis hyper à l'aise avec le fait de rétribuer des pairs ou pas d'ailleurs des pairs, des personnes avec qui je suis complémentaire. Parce que je trouve ça, en fait, en termes de prospection, bah, du coup, tu as beaucoup moins de temps, et cetera. Donc pour moi, c'est une logique, voilà. Je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait de faire des apports d'affaires et du coup, pour ceux que ça pourrait intéresser, pour la partie affiliation, le fonctionnement est un peu le même. Donc choisir des outils, évidemment, qui ont une logique avec, ce qu'on fait, voilà. Et pour laquelle l'audience peut être intéressante. Je pense quand même qu'il faut avoir une communauté à la base aussi qui puisse intéresser, bah, le logiciel ou l'outil avec lequel vous allez travailler. Et je pense que du coup, c'est un peu plus de travail pour le coup parce que je pense qu'on est beaucoup plus sur de la création de contenu et du coup du travail de fond. Mais c'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien cette aventure de l'affiliation, parce que je trouve ça bien. Par contre, moi, je fais partie de la team transparente. Je dirais que l'audience a besoin de connaître, de fond en comble, combien tu touches et cetera. C'est bien parce que comme ça, ils sont contents aussi. Parce qu'il y a des gens que tu disais tout à l'heure qui débutent et qui ont envie de soutenir des personnes pour qui le travail, leur apporte dans leur business, en création de contenu gratuite et en ce qu'ils proposent, mais qui n'ont pas les moyens de financer moi par exemple des accompagnements à plusieurs centaines voire milliers d'euros. Donc du coup, c'est aussi une façon de dire merci, de passer par les liens, etc. C'est en tout cas un retour que j'ai souvent. Et donc ça peut être intéressant aussi, mais pareil, beaucoup de temps d'analyse, demande de test aussi d'outils.
Je pense que c'est important de voir l'intérieur et d'être sûr. Temps de relecture des contrats aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses en plus à faire par rapport au reste parce que du coup, c'est pas cadré du tout de la même façon, quoi. Et ce que je trouve intéressant, et je pense qu'on va finir là-dessus, c'est que bah, là, on est vraiment à un step plus avancé de business. C'est clairement pas quelque chose qu'on va mettre avant dès le départ. Et ce que je trouve intéressant, c'est de savoir, même quand on se lance, que c'est des choses qui sont possibles et du coup qui sont des choses qui peuvent être à expérimenter et qui peuvent être justement des stratégies de se dire, voilà, une fois que mon business est bien établi, dans 2, 3 ans, bah, potentiellement, c'est quelque chose auquel je pourrais commencer à réfléchir. C'est une idée comme ça qui peut germer, mais sans se mettre la pression, parce que c'est sûr que quand on se lance, si on cherche à direct monter une équipe, alors que nous-mêmes, on n'a pas vraiment nos fondations solides, c'est le meilleur moyen de s'éparpiller. C'est ça, complètement. Donc voilà un petit peu pour tout cet échange. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. C'est toujours aussi enrichissant d'échanger avec toi. Et après ça, je pense que les auditeurs vont potentiellement avoir envie de te retrouver pour ceux qui ne te connaissent pas déjà sur Instagram, sur Mood Entrepreneur. Donc, à part là, où est-ce qu'on peut te retrouver et c'est quoi un petit peu ton actualité? On peut me retrouver du coup donc sur Insta, c'est là où quand même je suis la plus présente et la plus active. Ça reste mon réseau d'amour. Ensuite, du coup, j'ai LinkedIn quand même où je suis assez présente maintenant depuis quasi un an. J'ai une newsletter aussi qui peut être chouette à suivre, qui parle de freelancing et de vie de freelance, où on n'aborde pas forcément de l'accompagnement business, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais j'aime bien mener des enquêtes sur la vie de freelance. Et tout bientôt, un site internet qui arrive fin février. La personne avec qui je travaille dessus est dessus. Elle m'a envoyé ma maquette, tu vois, il y a quelques jours. Donc, je suis très contente. Voilà. Et dans les actus, ben, ben, en fait, c'est pas vraiment une actu parce que rien n'est sorti encore, mais en fait, je vais sortir une nouvelle offre cette année. Et donc, pour ce faire, je vais faire eh ben, comme tout le monde, c'est-à-dire une étude de marché, une analyse des besoins, et cetera. Donc là, prochainement, il y aura une offre qui va sortir et il y aura surtout un questionnaire là sur lequel je vais travailler pour comprendre les besoins et voir ce que je pourrais créer d'autres comme service, si je peux en créer, ou un produit plus accessible du coup à voir en fonction des besoins qui vont ressortir de ce questionnaire. Voilà. Trop hâte de découvrir tout ça et de pouvoir répondre à ce questionnaire. C'est toujours hyper intéressant. Au plaisir de te retrouver. Je mettrai toutes les informations en commentaire pour que vous puissiez accéder à Lucille facilement. Je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.